Par la classification des cardiopathies congénitales, les malformations cardiaques sont de loin les malformations les plus fréquentes, puisque environ 1% des enfants naissent avec une anomalie cardiaque, de gravité bien sûr très variable, 25% sont relativement sévères. Et pour vous donner un ordre d'idée en France, sur l'ensemble des enfants qui naissent, il y a environ 200 tétralogies de Fallot, environ 200 transpositions des gros vaisseaux. 30% des anomalies sont des CIV de gravité variable. Une grande partie va se fermer spontanément. Et pour vous mettre un parallèle par rapport aux malformations ou aux anomalies très courues dans l'espace public et dans les médias, quand on parle de mucoviscidose, la France entière sait ce qu'est une mucoviscidose, alors qu'il y a 350 nouveaux cas par an en France. Par rapport aux 7000 cas de cardiopathie, vous voyez qu'on parle beaucoup plus de maladies très rares que de maladies plus fréquentes. Donc, les classifications, elles sont de différents types en fonction qu'on est un embryologiste, un anatomiste, un généticien ou un pur physiologiste. Et l'important, c'est de comprendre de quoi on parle. Et il est vrai que si vous prenez des bouquins de cardiopathie congénitale, eh bien, vous allez vous trouver confronté à différents types de classifications dont chacune a sa légitimité et à vous de savoir sur quel versant vous vous retrouvez et ce qui vous parle le plus pour comprendre ce que sont ces cardiopathies qui font partie de notre quotidien et qui sont notre travail au quotidien. Donc, on va commencer par un bref rappel embryologique. Bref, j'insiste sur le terme bref, je ne vais pas vous reprendre toute l'embryologie. Premièrement, parce que ça fait peur à tout le monde. Deuxièmement, parce que c'est pas encore totalement compris. Et ce que je vous dis aujourd'hui risque d'être contredit l'an prochain parce que c'est un domaine où beaucoup de recherches sont réalisées et où beaucoup de choses sont encore inconnues. Donc, ce qui est certain, c'est que l'embryogenèse part de trois types cellulaires hein, et trois plaques qui vont chacune se différencier. Et il va y avoir une différenciation à partir de cellules pluripotentes et complètement indifférenciées. Les cellules vont se différencier au fur et à mesure qu'elles vont progresser dans un tissu de soutien. Et en fonction des cellules qu'elles vont rencontrer, il va y avoir des signaux et un dialogue moléculaire qui va permettre à toutes ces cellules embryonnaires de devenir des cellules cardiaques ou pulmonaires ou du tissu conjonctif. Et on sait que le cœur va provenir de la fusion des tubes endocardiques qui se trouvent sur la face ventrale de l'embryon. Au moment où on a la plaque, il y a les deux tubes endocardiques qui vont, au moment où l'embryon va subir cette espèce de rotation et d'enroulement, eh bien, ces tubes vont progresser l'un vers l'autre pour donner un tube cardiaque médian et qui va se latéraliser par la suite. Donc, on a tous appris en embryologie que le tube cardiaque était composé d'un pôle veineux et d'un pôle artériel. Et au moment où moi j'ai commencé mes études de médecine, on pensait que le cœur y provenait exclusivement de ce tube cardiaque. Et ce tube cardiaque, il subit donc une boucle droite, ce qu'on appelle la D-loop, très précocement. Et à partir de cette loupe, eh bien, il va y avoir une latéralisation du cœur. Et l'asymétrie cardiaque provient de cette D-loop qui est très précoce et qui est liée au fait qu'il y a des cellules vibratiles, des cils à la surface des cellules. Et ces cils vont entraîner une migration ionique, un flux ionique et une migration cellulaire qui va être responsable de cette latéralisation. Donc, cette boucle cardiaque, soit elle va être en D-loop, c'est-à-dire vers la droite, la boucle vers la droite, et à ce moment-là, eh bien, le cœur va être en position habituelle, et c'est ce qu'on rencontre dans plus de 99% des cas, où notre cœur est situé à gauche, en situs solitus, et c'est cette loupe qui survient à J23 se fait dans le mauvais sens, eh bien, on va avoir un situs inversus complet. Et vous avez entendu parler du syndrome de Cartagener, qui est une atteinte à la fois ORL et cardiaque, qui provient justement de ces cellules ciliées, ces cils qui ne font pas bien leur job, et du coup, le flux ionique ne se fait pas dans le bon sens, et on a une inversion complète du cœur.
Donc, en fait, ce tube cardiaque, on a vite compris que ça n'était pas exclusivement le tube qui allait donner naissance à l'ensemble des structures cardiaques, mais que d'autres tissus, d'autres classes cellulaires allaient interférer également et intervenir dans cette formation du cœur, avec les cellules de la crête neurale qui vont migrer à partir de cette crête neurale qui se trouve donc au pôle céphalique de l'embryon, et ces cellules vont migrer pour venir s'incorporer à l'intérieur du tissu cardiaque et participer, contribuer à cette zone que l'on dit conotroncale. Donc en fait, la cavité postérieure, qui est l'oreillette primitive, va donner la future oreillette primitive, puis essentiellement l'oreillette gauche. La cavité antérieure va donner le futur ventricule primitif, puis ventricule gauche, et la migration des cellules de la crête neurale et l'aire cardiaque antérieure durant le looping, lorsque ces cellules vont s'incorporer, eh bien, elles vont contribuer essentiellement à la partie droite du cœur et aux voies d'éjection. Donc, la formation du cœur, comme on l'a dit, eh bien, il y a différents constituants. Le tube cardiaque, certes, sur lequel viennent s'incorporer les cellules de la crête neurale, l'aire cardiaque antérieure qui a été découverte plus récemment, et le mésocarde dorsal qui va permettre l'incorporation des veines à cette masse cardiaque. Donc, la zone du conotroncus, ce qu'on appelle le conotroncus, c'est le septum conal qui vient terminer le cloisonnement du cœur au niveau des voies d'éjection. Et à partir, donc, dans cette zone-là des voies d'éjection, on va avoir la voie VDAP et la voie VGA. Si les vaisseaux, eux aussi, se positionnent correctement. Et on sait maintenant que ce conotroncus provient essentiellement des cellules de la crête neurale, mais également de l'aire cardiaque antérieure, et ça a été découvert plus récemment. Donc les différentes étapes, eh bien, on est obligé à visée didactique de séparer ce tube cardiaque, l'incorporation des cellules, le looping, le wedging, l'incorporation, mais tout ceci se fait de façon, vous voyez qu'il y a il y a une concomitance de ces événements, mais vous voyez que ça survient extrêmement précocement pendant la vie embryologique, puisque à 8 ou 9 semaines, le cœur est complètement formé, l'acceptation est terminée et l'encastrement qui vient terminer les voies d'éjection permet à la concordance ventriculo-artérielle d'être normale. Donc toutes ces étapes-là se font de façon très précoce. Donc le cœur, il va être en place si et seulement si on a bien le looping à J23 avec la D-loop, s'il y a une convergence pour assurer les concordances atrio-ventriculaires et ventriculo-artérielles, et s'il y a ce fameux wedging qui est l'encastrement de l'aorte au contact de la mitrale avec effacement d'un septum, d'un conus qui est présent à un moment à droite et à gauche. À droite, il persiste et ça va donner l'infundibulum au niveau de la voie d'éjection VDAP. À gauche, il s'efface et c'est ce qui est responsable de la continuité mitro-aortique qui fait partie de la définition d'un cœur normal. Donc, autour du cœur, bien sûr, le cœur se forme, mais les vaisseaux et les poumons se forment également de façon à peu près concomitante. Donc là aussi, la frustration de l'enseignement fait qu'on est obligé de dissocier toutes ces parties-là du corps, mais en gros, on comprend bien que le cœur et les poumons, eh bien, ils travaillent de façon extrêmement synchrone et que les vaisseaux qui vont venir s'incorporer au niveau du cœur vont expliquer. Ce rappel embryologique n'est pas juste un rappel pour vous embêter, c'est un rappel qui permet de comprendre bon nombre des malformations cardiaques, parce que si on comprend l'embryogénèse, si on comprend qu'il y a une involution de la partie gauche du système veineux qui fait que la veine cave supérieure comme inférieure se trouve à droite du massif atrial, et que si on a la persistance d'une veine cave supérieure gauche, eh bien cette persistance de veine cave supérieure gauche, elle va forcément être drainée au niveau du sinus coronaire parce que l'embryogénèse est celle que vous voyez ici. Pardon. Et les poumons, donc, ils se forment de façon synchrone et on va avoir l'incorporation
des veines pulmonaires à la face postérieure du massif atrial sur son versant gauche lorsque les oreillettes seront complètement différenciées droite et gauche. Donc, dans les malformations cardiaques, eh bien, les malformations cardiaques, elles peuvent survenir à n'importe quel stade de l'embryogénèse. Et plus ça va survenir précocement, et plus la cardiopathie va être sévère parce que la septation ne se sera pas faite correctement, la concordance ne se sera pas faite correctement non plus, les connexions entre les différents segments. Donc, soit on a une anomalie de la boucle et on va avoir une anomalie de position des oreillettes et des ventricules, soit une anomalie de septation, on va avoir un défaut de cloisonnement entre les oreillettes ou entre les ventricules ou même entre les artères. Il peut y avoir un défaut d'alignement des cloisons, c'est ce qu'on parle, nous, en anténatalisme, lorsqu'on fait des échographies cardiaques fétales, le cloisonnement et l'orientation des cloisons est très importante à voir et pour comprendre certaines cardiopathies qui peuvent être syndromiques. Les anomalies de connexion, anomalies de la crête neurale qui vont être responsables de toutes les cardiopathies conotroncales et les anomalies hémodynamiques qui, elles aussi, vont avoir un retentissement sur la fonction du cœur puisque c'est la circulation et les flux sanguins qui vont permettre le développement des cavités cardiaques. Et les anomalies de la gelée cardiaque qui est une espèce de ciment au sein du cœur qui va contribuer à la formation du CAV. Donc, les anomalies du situs et de la loupe, si on a une inversion complète de la loupe, au lieu d'avoir une déloupe, on a une L-loupe, on va avoir ce que l'on appelle un situs inversus complet. Lorsqu'il y a une randomisation un peu altérée, on va être dans le cadre des hétérotaxies ou isomérismes selon les définitions des uns et des autres. Et lorsqu'on va avoir un défaut de développement plutôt des parties gauches, on va avoir une asplénie ou au contraire une polysplénie. Et dans les randomisations partielles, on va avoir, on ne sait pas très bien pourquoi on a une double discordance, mais on sait que à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné et tous les couples qui posent la question pourquoi est-ce que mon enfant a cette malformation, eh bien malheureusement, on est bien souvent assez démunis pour bien expliquer. Autant le situs inversus, on le comprend très bien, autant l'hétérotaxie, on commence à la comprendre. Certaines autres anomalies, on a un petit peu de mal à les expliquer, en tout cas ni génétiquement, ni même dans la mécanistique. Donc le situs, la définition du situs, le situs est solitus si l'oreillette de morphologie gauche, c'est-à-dire celle qui a la forme d'une oreillette gauche avec un auricule gauche qui est en doigt de gant, est bien située à gauche de l'oreillette droite. Alors vous allez me dire comment on sait que c'est une oreillette gauche, comment on sait que c'est une oreillette droite. Eh bien malheureusement, ça n'est pas que la position de l'oreillette dans le thorax qui va déterminer que c'est une oreillette gauche, il faut connaître la morphologie, il faut savoir reconnaître une morphologie d'oreillette gauche ou d'oreillette droite, et c'est en général la morphologie de l'auricule qui va permettre de la déterminer. Parfois, ce n'est pas forcément très simple à voir, alors on va s'aider de petites choses. En général, dans l'immense majorité des cas, l'oreillette droite reçoit la veine cave inférieure, donc on va s'aider, on va aller au niveau abdominal, on va suivre la veine cave inférieure et on va voir si elle rentre bien dans l'oreillette située à droite, et la probabilité pour que ce soit un situs solitus est quand même extrêmement élevée si vous trouvez bien une veine cave droite, une veine cave inférieure droite qui rentre bien dans une oreillette située à droite. Le situs est inversus lorsque l'oreillette morphologiquement droite qui reçoit la veine cave inférieure est située à gauche de l'oreillette gauche qui reçoit les veines pulmonaires. Isomérisme droit ou gauche ou hétérotaxie, eh bien c'est quand on n'arrive pas à reconnaître l'oreillette droite et l'oreillette gauche, elles se ressemblent toutes les deux, ou les deux, on a l'impression d'avoir deux oreillettes gauches, on a l'impression d'avoir deux oreillettes droites. Et en cas de boucle gauche, eh bien on a un ventricule droit qui se retrouve à gauche du ventricule gauche. Alors le situs, quand on fait une radio de thorax ou quand on fait une échographie, eh bien le situs et solitus, à la fois il y a le situs thoracique et il y a le situs abdominal. Donc, lorsque le situs est totalement inversus, eh bien, tout est inversé. Le cœur est à droite, le foie est à gauche et l'estomac est à droite.
Donc tout ça est le miroir parfait d'un situs solitus. Et lorsqu'on n'arrive pas à situer, le foie est médian, l'estomac aussi, eh bien on parle de situs ambigus. Alors le situs, c'est une chose, c'est donc la position des oreillettes les unes par rapport aux autres, l'une par rapport à l'autre plus exactement. Indépendamment du situs, vous allez aussi déterminer la position du cœur dans le thorax. Donc le cœur est en lévocardie si la pointe du cœur est bien à gauche, le cœur est en dextrocardie si la pointe du cœur est à droite, et le cœur est en mésocardie si la pointe est médiane ou antérieure. Alors, on aborde maintenant la septation, qui est un gros morceau. Donc, la septation atriale, elle se fait en deux parties, en deux temps. Il y a d'abord le septum primum, qui est le premier à pousser de la face postérieure de l'oreillette primitive vers l'avant. Et ce septum primum va va se terminer à la partie antérieure ici du massif atrial, et dans un deuxième temps, il va y avoir une seconde membrane qui va venir sur le versant droit de ce septum primum, qui est cette fois-ci le septum secundum, et ce septum secundum va être la future cloison interauriculaire. C'est elle que, quand on voit en postnatal la cloison interauriculaire, et bien cette cloison interauriculaire correspond au septum secundum. Le septum primum va involuer, une fois que le septum secundum aura bien terminé sa croissance jusqu'à la face postérieure de l'oreillette, eh bien, le septum primum va devenir tout floppy, et c'est ce qui va en rester, c'est la valvule de Vieux-Sens. Donc, cette valvule de Vieux-Sens, c'est la raison pour laquelle elle flotte dans l'oreillette gauche, in utero, et il va rester une partie, une communication justement au niveau de ce septum secundum, qui est la fosse ovale, qui va permettre in utero au passage de sang qui provient du placenta, le sang oxygéné maternel provient du placenta vers l'oreillette droite et va pouvoir gagner l'oreillette gauche grâce à ce foramen ovale. Donc cette fosse ovale est indispensable à la vie intra-utérine et elle ne va se fermer que lorsque la valvule de Vieux-Sens va venir, qui flotte dans l'oreillette gauche, elle va venir fermer cette fosse ovale lorsque l'enfant va respirer, que le sang veineux pulmonaire va arriver dans l'oreillette gauche, augmenter les pressions dans l'oreillette gauche et permettre à cette membrane très fine de venir se plaquer contre le septum secundum. Donc la septation atriale ne se termine qu'en postnatal. Lorsqu'il y a une anomalie de septation précoce, eh bien, il va persister ce qu'on appelle un ostium primum dans le cadre des CAV. Et dans le CAV, cet ostium primum, eh bien, c'est justement l'absence de fermeture de cette cloison interauriculaire. Donc, dans le CAV, il faut bien comprendre que le CAV, la zone atrio-ventriculaire, eh bien, elle ne se termine, cette zone, que lorsque le cloisonnement atrial se termine et le cloisonnement interventriculaire se termine et va ainsi permettre aux anneaux mitraux et tricuspides d'être complètement séparés l'un de l'autre. Alors, les défauts de cloisonnement de l'oreillette, eh bien, ça va aller de l'oreillette unique à la persistance d'un foramen ovale après la naissance, en passant par un large ostium primum ou un large ostium secundum qui entre dans le cadre des CAV. Le défaut d'incorporation des veines à la face postérieure de l'oreillette, ce sont toutes les anomalies des retours veineux pulmonaires anormaux, qu'ils soient partiels ou totaux. Et il y a également des anomalies possibles des retours veineux systémiques qui sont beaucoup plus rares. Donc, pour comprendre les anomalies des sinus veineux, et bien là encore, on est obligé de faire un saut vers l'embryogénèse. Et on sait qu'à un moment donné, on a une latéralisation parfaite des systèmes veineux et qu'on va avoir une involution de la corne veineuse gauche dont il ne restera que le sinus coronaire et dans de rares cas, la persistance d'une veine cave supérieure gauche qui ne peut que se drainer dans le sinus coronaire. Donc, lorsque l'on a un sinus coronaire dilaté, dans l'immense majorité des cas, ça correspond à la persistance d'une veine cave supérieure gauche, mais méfiance, ça peut être aussi le drainage des veines pulmonaires qui, au lieu de venir s'incorporer, comme c'est représenté ici à la face postérieure de cette oreillette gauche, peuvent s'incorporer
au niveau du sinus coronaire. Donc attention, en tout cas nous, lorsque l'on fait des échos cardio-fétales, on est extrêmement prudent lorsque l'on voit un sinus coronaire dilaté et on indique aux dépisteurs de toujours nous référer les sinus coronaires dilatés pour être sûr qu'il ne s'agirait pas d'un retour veineux pulmonaire anormal méconnu. Donc, en périnatal, comme je viens de vous l'expliquer, in utero, cette fosse ovale est indispensable à la vie intra-utérine puisque l'oxygène n'arrive pas à l'oreillette gauche mais à l'oreillette droite chez le fœtus. Donc, pour que l'aorte puisse être oxygénée, il faut impérativement que ce foramen ovale reste ouvert. Et les rares, très très rares et exceptionnels cas de fermeture prénatale de la fosse ovale sont très mal tolérés. À la naissance, l'enfant respire, retour veineux pulmonaire augmenté, pression dans l'oreillette gauche augmente et cette membrane vient se plaquer contre la cloison interauriculaire, fermant ainsi le foramen ovale et permettant au cœur d'être cette fois-ci en parallèle et non plus en série. Donc, le shunt interatrial, c'est la CIA. Une CIA, si on a un trou entre les cavités droite et gauche, le sang ne peut aller que de la gauche vers la droite du fait des plus faibles pressions de remplissage du ventricule droit et des basses résistances vasculaires pulmonaires. En cas de shunt inversé, méfiance, c'est qu'on a soit un retour veineux pulmonaire anormal, soit qu'il y a pour une raison anormale, une élévation des pressions dans les cavités droites. Et ça, c'est en général l'évolutivité d'une CIA qui a été méconnue. Et malheureusement, la CIA, c'est une malformation qui est très bien tolérée et qui peut donc être assez facilement méconnue et que l'on peut découvrir exclusivement à l'âge adulte lorsque, malheureusement, la CIA, c'est compliqué d'une HTAP et c'est la symptomatologie de l'HTAP qui fait découvrir cette communication interauriculaire. Donc, la CIA, c'est un diagnostic pas simple parce que c'est très bien toléré, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de souffle à l'auscultation chez l'enfant, donc on peut très facilement passer à côté d'une communication interauriculaire et c'est en général la dilatation des cavités droites qui doit faire tilt, mais quand un enfant va bien, on n'a aucune raison de lui faire une radio de thorax, si on n'a pas de raison de lui faire d'échographie, ça ne fait pas partie du dépistage systématique. Donc, nous qui nous occupons d'hypertension pulmonaire, on sait que la CIA est une cardiopathie assez trompeuse. Alors, le retour veineux pulmonaire anormal total, c'est une symptomatologie de CIA parce que lorsque l'on a un retour veineux pulmonaire anormal total, ça signifie que l'ensemble du débit va vers les cavités droites et qu'on a donc un hyperdébit pulmonaire. Et cet hyperdébit pulmonaire, eh bien, va retentir par une polypnée éventuellement, un gros cœur droit et une hypervascularisation pulmonaire. Et quand on fait l'écho, eh bien, lorsque le retour veineux pulmonaire anormal est total, on a obligatoirement une CIA qui va chanter en droite-gauche. Mais comme il y a un hyperdébit pulmonaire, l'enfant ne va pas forcément être cyanosé. Dans les retours veineux pulmonaires anormaux partiels, la symptomatologie, elle est très fruste aussi, parce que alors, ça dépend du nombre de veines pulmonaires qui vont être drainées à droite, mais en gros, on va avoir forcément un débit pulmonaire augmenté, mais si on n'a qu'une seule veine pulmonaire, eh bien, il ne va pas y avoir un retentissement clinique important. Donc, il faut savoir, il faut rechercher quand on fait une écho, il faut absolument voir si les veines pulmonaires sont toutes en place. Et ça, c'est vraiment la hantise des néonatologistes. Tout enfant qui a une cyanose réfractaire ou qui ne va pas bien, eh bien, il faut penser au retour veineux pulmonaire anormal. Et même les meilleurs s'y sont fait prendre parce que le diagnostic n'est pas toujours très simple. Donc voilà les différents schémas possibles de retour veineux pulmonaire anormaux totaux. Ils peuvent être soit supracardiaques, comme je vous le disais tout à l'heure, ils se drainent dans le secteur droit et le plus souvent au niveau du TVI et de la veine cave supérieure. Ils peuvent être intracardiaques dans le sinus coronaire ou ils peuvent être infracardiaques. En général, la symptomatologie est néonatale parce que comme ça traverse le foie, la veine pulmonaire est très vite comprimée par le foie et il s'agit presque toujours de retours veineux pulmonaires anormaux bloqués lorsqu'ils sont infracardiaques, beaucoup plus rarement bloqués en intracardiaque et ils peuvent être bloqués aussi en supracardiaque. Alors le cloisonnement ventriculaire maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, tout comme l'oreillette primitive va se cloisonner et donner une oreillette gauche, une oreillette droite, eh bien le ventricule primitif va également subir un cloisonnement et avec aussi dans la boucle et dans la rotation, il va y avoir une croissance
par l'incorporation des cellules de la crête neurale et l'air cardiaque antérieur, le ventricule droit va pousser davantage. Et ce ventricule primitif va donc donner essentiellement le ventricule gauche. Et cette septation, alors c'est toujours très difficile de comprendre la septation ventriculaire, mais en gros, imaginez voilà, ce gros vase rose là, il va y avoir un bout de septum du muscle qui va pousser de la pointe vers la base du cœur et qui doit venir à la rencontre du septum conal sous les vaisseaux et du septum d'admission entre les valves mitrales et tricuspides. Et ça n'est que la réunion des trois composants de la cloison interventriculaire au centre qui vont permettre à la fois la connexion atrioventriculaire correcte et la connexion ventriculo-artérielle correcte. Donc, les défauts de cloisonnement interventriculaire, eh bien, il y a différents types de CIV en fonction de leur localisation qu'on va revoir ensemble. Et là encore, l'absence de septation complète conduit à un ventricule unique avec deux valves auriculo-ventriculaires en général, ce qu'on appelle un ventricule à double entrée. Donc, une petite image anatomique. Donc, lorsque je suis là, je regarde par l'intérieur du ventricule droit. Par l'intérieur du ventricule droit, donc sous les vaisseaux, je vais avoir mon septum conal. Au contact des valves auriculo-ventriculaires, je vais avoir le septum d'admission. Tout le reste, c'est le septum trabéculé musculaire. Et le septum membraneux, c'est une toute petite zone, en fait, qui vient être colmatée à la jonction de ces trois grosses portions musculaires. Ces trois grosses portions musculaires, donc septum d'admission, septum trabéculé, septum conal ou infundibulaire, eh bien, à la jonction des trois, il y a la cloison, le septum périmembraneux ou membraneux, et vous voyez que l'essentiel de la cloison, c'est quand même le septum trabéculé. Selon le stade embryologique auquel survient l'anomalie, au niveau de la jonction auriculo-ventriculaire, maintenant, on va avoir soit le CAV complet, soit le CAV partiel, soit une CIV d'admission isolée, soit une anomalie des valves auriculo-ventriculaires, avec la fente mitrale. Comment est-ce que le canal atrioventriculaire se forme? Donc, on a notre fameux anneau auriculo-ventriculaire. Cet anneau auriculo-ventriculaire va donner naissance à quatre bourgeons, pardon. Deux bourgeons latéraux qui vont migrer l'un vers l'autre et deux bourgeons antéro-postérieurs qui vont migrer là aussi l'un vers l'autre. Et c'est la jonction de ces quatre bourgeons, une fois qu'ils seront bien connectés les uns aux autres et qui seront bien cloisonnés, qu'on va avoir notre fameuse croix du cœur qui va séparer oreillette droite, ventricule droit, ventricule droit, oreillette droite, pardon, oreillette gauche, ventricule droit, ventricule gauche, mitrale et tricuspide avec notre fameux décalage mitro-tricuspidien qui signe la terminaison complète de la zone du CAV. Donc, dans un CAV complet, on va avoir à la fois une CIA ostium primum, une CIV d'admission et une valve auriculo-ventriculaire commune avec un seul anneau auriculo-ventriculaire. Un composant mitral, un composant tricuspide, certes, mais un seul anneau auriculo-ventriculaire. Donc, généralement, la symptomatologie va être assez marquée parce que lorsqu'on a une très large CIA, une très large CIV, on va avoir un hyperdébit pulmonaire. C'est la cardiopathie le plus souvent associée à la trisomie 21. 50% des trisomiques ont cette cardiopathie. Parfois, ce CAV, le développement, il va survenir plus tardivement dans la vie intra-utérine et on peut avoir soit ce qu'on appelle un CAV partiel. Le CAV partiel, ça veut dire qu'on a bien deux anneaux auriculo-ventriculaires, mais on a un ostium primum et une valve mitrale qui est fendue, représentée ici, une fente sur le feuillet antérieur de la mitrale. Donc, un CAV partiel, c'est bien toléré, longtemps bien toléré, à condition que la valve mitrale ne fuit pas trop. Et parfois, vous avez ce qu'on appelle le CAV intermédiaire. Le CAV intermédiaire est un CAV complet dont l'évolution naturelle s'est faite vers la fermeture de la CIV d'admission par du tissu valvulaire.
Donc voilà ici des pièces anatomiques en haut et des images de microscopie électronique en bas, où vous voyez à gauche ce qu'on appelle le sourire de la mitrale. On voit très très bien le feuillet mitral antérieur qui est au contact de l'aorte. Vous la voyez ici au centre du cœur, c'est l'aorte. Et à droite, vous avez un anneau auriculo-ventriculaire commun avec un composant mitral, un composant tricuspide, mais un vrai CAV. Alors les connexions maintenant entre les oreillettes et les ventricules et entre les ventricules et les artères, eh bien les connexions, on dit qu'elles sont soit concordantes, soit discordantes. Tout ça, ce sont des définitions. Vous entendrez parler de discordance atrio-ventriculaire ou de concordance atrio-ventriculaire. Un cœur normal, il a une concordance atrio-ventriculaire et une concordance ventriculo-artérielle, c'est-à-dire qu'on a oreillette droite, ventricule droit et ventricule droit AP, ventricule gauche, aorte. Donc là, on parle de concordance. La discordance atrio-ventriculaire isolée est exceptionnelle. La discordance ventriculo-artérielle isolée, c'est ce qu'on appelle la transposition des gros vaisseaux. Vous savez que c'est pas si exceptionnel que ça. On en opère tous dans les services de chirurgie cardiaque pédiatrique assez régulièrement. Et la double discordance, ça signifie qu'on a à la fois une discordance atrio-ventriculaire, oreillette droite, ventricule gauche, oreillette gauche, ventricule droit, et une discordance ventriculo-artérielle, c'est-à-dire qu'au ventricule gauche, fait suite une artère pulmonaire et le ventricule droit donne l'aorte. Donc, dans une double discordance, si je regarde ce qui se passe, j'ai ma veine cave qui va amener du sang bleu à l'oreillette droite. Cette oreillette droite va s'ouvrir dans un ventricule gauche, morphologiquement gauche, mais c'est une artère pulmonaire qui sort de mon ventricule gauche. Donc le sang bleu, il va bien dans l'artère pulmonaire et le sang rouge va bien dans l'aorte. Donc la double discordance à la naissance n'a aucune symptomatologie. Et avant, on ne faisait le diagnostic d'une double discordance généralement qu'à l'âge adulte, lorsque le ventricule morphologiquement droit qui est situé sous l'aorte finissait par montrer des signes de faiblesse parce qu'un ventricule morphologiquement droit n'est pas fait pour être à pression systémique pendant si longtemps. Aujourd'hui, on fait quasiment toujours le diagnostic en anténatal parce que les dépisteurs ont appris à rechercher la transposition des gros vaisseaux et comme les vaisseaux ne sont pas normalement posés dans la double discordance, eh bien, le diagnostic est quasiment toujours fait en anténatal et on est bien embêté parce que quand l'enfant va bien et qu'on sait que c'est une pathologie qui peut aller très bien jusqu'à l'âge de 40 ou 50 ans, et pourtant on fait le diagnostic d'une cardiopathie qui va avoir une symptomatologie très variable en fonction de la qualité de la valve ventriculo-ventriculaire. Donc voilà les différents schémas de discordance. La transpo, vous savez ce que c'est, on va faire un switch artériel et la discordance atrio-ventriculaire isolée, elle est exceptionnelle. Alors parfois, elles peuvent être absentes, ces connexions. C'est ce qu'on appelle une atrésie. Il n'y a pas du tout de développement de la valve tricuspide ou il n'y a pas du tout de développement de la valve mitrale. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, comme les cavités, elles vont croître en fonction de la quantité de liquide et de sang qui va les traverser, eh bien, s'il n'y a pas du tout de sang qui rentre dans la mitrale et qui va dans le ventricule gauche, eh bien, il ne va pas pouvoir se développer, sauf s'il y a une communication interventriculaire pour que le sang arrive par un autre moyen. Donc, l'atrésie tricuspide, c'est une pathologie, là aussi, qu'on voit, c'est pas très fréquent, mais en tout cas, on a tous dans nos cohortes des patients qui sont nés avec une atrésie tricuspide. Et dans l'atrésie tricuspide, eh bien, il y a toujours une communication interventriculaire qui fait qu'il y a quand même une alimentation du vaisseau qui sort de ce petit ventricule droit, qui lui, en revanche, se développe très peu puisque la tricuspide ne laisse passer aucun sang. Donc, il n'y a pas de chambre d'admission dans ce ventricule. Pardon, je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas de chambre d'admission dans ce ventricule. Et donc, en fonction que les vaisseaux sont normaux, posés ou mal posés, eh bien, le sang, la quantité de sang qui va dans l'artère qui sort du ventricule droit va être plus ou moins importante. Donc, pardon, dans l'atrésie tricuspide, il y a très souvent une sténose soit pulmonaire, soit sous-aortique en fonction de l'anatomie des vaisseaux. L'atrésie mitrale,
Si elle est isolée, c'est-à-dire que lorsqu'on a une atrésie mitrale pure, eh bien, c'est ce qui va donner naissance aux formes d'hypoplasie du ventricule gauche, parce que si la mitrale est atrétique, le ventricule gauche ne va pas du tout être rempli et du coup, il ne va pas du tout se développer. Donc, si l'atrésie mitrale survient précocement dans la vie intra-utérine, on aura obligatoirement une hypoplasie du ventricule gauche et une atrésie aortique. Ce sont les formes classiques d'hypo-VG. Alors, les anomalies chronotroncales, pourquoi est-ce qu'il est très important de dépister en anténatal les anomalies chronotroncales? Eh bien, c'est elles peuvent être associées au syndrome de Dijorge c'est les anomalies de migration des cellules de la crête neurale et ces anomalies chronotroncales, dans lesquelles beaucoup d'anomalies peuvent survenir. Eh bien, le point initial de cette malformation, en fait, c'est le défaut de migration du septum conal vers le muscle, le septum trabéculé. Et donc, ce défaut d'alignement, ce qu'on appelle, nous, le malalignement du septum conal, eh bien, ces CIV par malalignement sont toujours associés à une cardiopathie conotroncale, et en fonction du positionnement de ce septum conal et de sa bascule soit vers la droite, obstruant les voies d'éjection droite, toute la famille de la tétralogie de Fallot et atrésie pulmonaire à septum ouvert, VDDI lambda, soit ça bascule vers la voie d'éjection gauche et on va avoir alors les CIV d'éjection avec coarctation et tous les obstacles étagés du cœur gauche. Donc, ces cardiopathies conotroncales, eh bien, elles imposent de rechercher un syndrome de Dijorge. Donc, j'insiste pas, la migration des cellules de la crête neurale qui viennent coloniser le cœur et qui vont participer donc à ce grand groupe des cardiopathies. Elles vont migrer vers le cœur, elles vont donner, et on s'est aperçu de leur implication sur des expériences faites chez l'animal, et on s'est aperçu que lorsqu'on supprimait ces cellules, eh bien, on avait aussi d'autres anomalies. Donc, ces cellules de la crête neurale, il faut qu'elles migrent et qu'elles viennent se mêler aux muscles cardiaques, à l'aire cardiaque antérieure. Du coup, lorsqu'il y a une anomalie, eh bien, l'élongation de la voie d'éjection, et on sait que cette voie d'éjection, elle va être capitale pour qu'il y ait ce conus sous-pulmonaire et l'involution du conus sous-aortique. Et lorsqu'on va avoir ce défaut de convergence et de wedging, eh bien, on va avoir une CIV par malalignement. Et comme je vous l'expliquais, soit ce malalignement va se faire en bloquant la voie gauche, soit en bloquant la voie droite. Donc, un des exemples, c'est la tétralogie de Fallot. CIV par malalignement du septum conal. Il y a une bascule antéro-droite qui ne rejoint pas le reste du septum. L'aorte est du coup systématiquement décalée vers la droite, puisque le septum conal, il est accroché entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc, si ce septum conal, il bascule vers la droite, eh bien, il entraîne avec lui l'aorte. Et du coup, cette aorte qui a basculé, elle ne va pas pouvoir venir s'encastrer là où elle aurait dû, au contact de la mitrale, et elle va rester un peu flotter. C'est ce qu'on appelle une aorte à cheval sur la CIV. Et comme la bascule du septum conal vient prendre de l'espace sous la voie pulmonaire, on va avoir une sténose infundibulaire. Donc, la tétralogie de Fallot, c'est que ce bout de septum, au lieu de venir à la rencontre de la partie inférieure de la crête septale ici, de ce septum musculaire, eh bien, ce septum conal a basculé sous l'artère pulmonaire responsable de cette sténose infundibulaire, de la dextroposition aortique qui définit la tétralogie de Fallot. Et on comprend maintenant que les 4 items de la tétralogie de Fallot, que sont la CIV, la sténose infundibulaire, l'hypertrophie du ventricule droit et la dextroposition aortique, ne sont en fait qu'une seule anomalie, qui est la bascule du septum conal, qui est responsable de cette CIV et de tout ce qui en découle. En revanche, dans la coarctation avec CIV ou coarctation ou même interruption d'arche, eh bien là, le septum conal, il a basculé en postéro-gauche, et du coup, il vient créer un obstacle sous l'aorte, et l'aorte se remplissant moins bien, elle va moins bien grandir, et l'isthme, qui est le premier à souffrir d'un hypodébit, parce que c'est
la zone in utero qui est la moins bien perfusée, eh bien, lorsque la perfusion est altérée par une bascule du septum conal, eh bien, la zone isthmique va moins bien grandir. On aura au mieux une coarctation et au pire une interruption d'arche. Alors, la cause des cardiopathies, elle est elle aussi multiple, mais dans l'immense majorité des cas, comme je vous le disais, quand les parents nous disent pourquoi est-ce qu'il y a cette cardiopathie, eh bien, dans 5% des cas, on va trouver une anomalie chromosomique, mais dans 95% des cas, on ne trouvera rien du tout et on ne saura pas dire. Il y a très probablement d'autres gènes qui vont être identifiés et maintenant que les cardiopathies survivent, maintenant que les cardiopathies ont des descendances, eh bien, il est évident qu'on va progresser sur la génétique des cardiopathies congénitales, alors que lorsque moi j'ai commencé ma spécialisation de cardiopédiatrie, eh bien, la cardiopathie congénitale adulte n'existait même pas, ils ne survivaient pas, alors qu'aujourd'hui, 90% des cardiopathies congénitales vont atteindre l'âge adulte et on a de plus en plus de patients maintenant qui ont des grossesses et qui ont des descendants qui vont nous permettre de progresser considérablement dans la génétique des cardiopathies congénitales. Donc voilà, vous savez tous, hein, la trisomie 21, la trisomie 13, la trisomie 18, le NAN, le Williams-Seberen, le NKX 2.5 Notch 1, le Marfan, le Holtoram, TBX4, TBX5. Voilà, on a quand même beaucoup avancé, mais on a atteint 8%, ce qui veut dire que dans 90% des cas, on n'a pas d'explication à donner. Donc, on est un petit peu démunis, mais j'espère qu'on va finir par les trouver. Il y a les facteurs environnementaux et en général, c'est plutôt multigénique, mais c'est vrai que lorsqu'il y a eu un cas de cardiopathie dans la famille, ça, on sait bien qu'il y a un petit surrisque donc, de récurrence. Donc, ça, on voit systématiquement en anténatal toutes les familles de cardiopathie. Heureusement, dans l'immense majorité des cas, on ne trouve rien, mais il y a un petit surrisque aussi bien lorsque la cardiopathie a touché le père que la mère du futur bébé. Donc en pratique, les classifications, il y en a de différents types, selon que, comme je vous le disais en préambule, qu'on s'intéresse plus à l'anatomie, à l'embryogénèse, ou moi, c'est de très loin la physiopathologie qui m'intéresse, et savoir comment une cardiopathie fonctionne plutôt que savoir qu'embryologiquement c'est apparu comme ça ou comme ça. Donc c'est chacun avec sa sensibilité. Mais moi, j'apprends que ce que je comprends, et donc j'ai toujours besoin de passer plus par l'aspect physiopathologique de la cardiopathie. Et cet aspect physiopathologique non seulement me permet de comprendre la pathologie et à quoi j'ai affaire, ça va me permettre de comprendre la symptomatologie et de l'anticiper, ça va me permettre de traiter, et puis surtout ça va me permettre et c'est ça que veulent savoir aussi les parents, c'est quelle est la capacité et quelle est la possibilité de réparation. Est-ce qu'on va vers une chirurgie palliative ou une chirurgie réparatrice? Avec un très gros warning que j'aimerais allumer, parce que maintenant que je fais de l'anténatal depuis si longtemps, je m'aperçois que aussi bien les équipes de diagnostic anténatal que les dépisteurs pensent avoir compris beaucoup de des cardiopathies et du coup, ils font des raccourcis. C'est réparable, c'est pas réparable. Mais c'est pas parce qu'on peut réparer une cardiopathie à 2 ventricules qu'elle est bénigne. Je viens d'expertiser en deuxième avis un CAV avec un très fort déséquilibre ventriculaire, une mitrale qui fait moins de la moitié de la tricuspide, de versant mitral moins de la moitié du versant tricuspide, et on lui dit c'est réparable, donc on maintient la grossesse. Donc ils viennent pour un deuxième avis parce qu'ils ont compris quand même que certes on leur a dit c'est réparable, mais au prix de plusieurs opérations. Bon, pour moi, un CAV très déséquilibré avec une toute petite aorte et une toute petite mitrale, eh bien, c'est une cardiopathie extrêmement sévère parce que c'est un enfant qui va être opéré à la naissance d'une cure de coarctation, puis opéré encore après pour sa mitrale, qui sera peut-être univentriculaire, peut-être pas, mais même s'il n'est pas univentriculaire, mais qui se retrouve avec une valve mitrale très dysfonctionnante et une valve mécanique dès la période de petite enfance, on ne peut pas appeler ça une cardiopathie bénigne. Donc, attention, il n'y a pas que le caractère réparation biventriculaire. Bien sûr que
c'est un élément capital, mais ça n'est pas parce qu'on a deux ventricules que la cardiopathie est forcément bénigne. Et on s'est retrouvé comme ça avec des situations où il y a des parents qui ont voulu interrompre une grossesse pour un falot qui était sévère avec des toutes petites branches pulmonaires, alors que dans l'imaginaire du gynéco, une tétralogie de Fallot, c'est une cardiopathie bénigne puisqu'elle est réparable. Ou une transposition des gros vaisseaux, c'est une cardiopathie bénigne puisqu'elle est réparable. Donc, certes, en France, il est exceptionnel d'interrompre une grossesse pour une tétralogie de Fallot quand il n'y a pas d'anomalie chromosomique, et encore plus pour une transposition des gros vaisseaux, mais néanmoins, ce sont des cardiopathies qui peuvent avoir des conséquences, et on a tous des cas de Fallot qui ne sont pas aussi réguliers qu'on le pensait, ou des transpos qui ne se sont pas passés aussi bien qu'on l'aurait voulu. Donc, savoir ne pas être trop ambitieux lorsque la cardiopathie est bien équilibrée aussi, ça c'est un élément très important. Parfois, vous avez des patients qui ont une cardiopathie très bien équilibrée spontanément et on veut absolument réparer parce qu'il y a une technique chirurgicale. Donc, toujours bien réfléchir aux bénéfices que vous allez en tirer. Les points d'appel des cardiopathies, hein, là encore, voilà, ça c'est la physiologie, comme je vous le disais. Hein, il y a certaines cardiopathies qui vont entraîner un hyperdébit pulmonaire et d'autres qui, au contraire, vont avoir un hypodébit pulmonaire. Donc, il faut toujours avoir le raisonnement physiopathologique pour le point d'appel. Et ça, nous, en néonat, quand on reçoit un enfant qui a une suspicion de cardiopathie, il est très important de savoir explorer la clinique. Hein, et malheureusement, vous verrez que de plus en plus d'internes vont aller d'emblée à l'écho. Alors bien sûr que l'écho nous montre énormément de choses, mais aller à l'écho avant d'ausculter, ça me choque toujours. Je passe pour le vieux dinosaure, mais j'insiste quand même pour que la radio, l'électro, l'écho soit un ensemble et non pas uniquement l'écho qui soit le prolongement, la sonde qui soit le prolongement de la main du cardiologue. Ben voilà, je vous ai dit à peu près ce que j'avais à vous dire hein, et c'était surtout toujours de vous poser la question de la prise en charge parce que comme je dis, une mauvaise prise en charge clinique et une mauvaise réparation sera toujours la conséquence d'une mauvaise réflexion sur la cardiopathie que vous avez en face de vous. Petite pause qui va me permettre, j'espère, de récupérer. Alors attendez que je sorte. Est-ce que vous m'entendez? Moi, pourquoi je vous entends pas? Qu'est-ce qui se passe là? Oui, on vous entend très bien.